Deuxième partie de Politicien, votre rendez-vous politique. Mes trois invités sont restés avec moi. L'ambassadeur Ezzedine Zarani, l'écrivain Kakou Ernest Tigori et l'analyste politique Kabinet Fofana. Merci à vous d'être restés avec moi. Merci. Il est le plus âgé des chefs d'État de toute la planète et dit vouloir rester au pouvoir au moins jusqu'à l'âge de 100 ans. Mais qui est Robert Mugabe et comment se porte le Zimbabwe sous son long règne? Élément de réponse dans ce sujet de la rédaction signée Graziella Chakunte. Son nom suscite la crainte ou l'admiration dans son pays, fait sourire dans les capitales africaines et fait grincer des dents dans les mégalopoles européennes. Voilà presque 37 ans que le président Robert Mugabe tient solidement les rênes du Zimbabwe. Héros de l'indépendance, un temps perçu comme une icône, il est aujourd'hui considéré comme un chef d'État infatigable. Il faut dire qu'à 93 ans, le lion d'Afrique, qu'on a souvent dit malade, apparaît encore fringant. Qui est-il et quel est le secret de cette longévité? Gros plan sur l'unique président de l'histoire du Zimbabwe. 1980, la Rhodésie du Sud est libérée de l'emprise coloniale et devient la République indépendante du Zimbabwe. Robert Mugabe, héros de la lutte anticoloniale, hérite du poste de Premier ministre. 7 ans plus tard, le 31 décembre 1987, c'est un libérateur adulé et porteur d'immenses espoirs qui est élu président de la République. Il place aussitôt les Zimbabwéens au cœur de sa politique. Zimbabwe. Nous nous sommes battus pour le Zimbabwe. Le pays ne doit pas être à nouveau sous l'influence de puissances coloniales. Le message est clair. Dans le collimateur, ceux qu'ils considèrent comme des étrangers et qui possèdent 70% des meilleures terres agricoles. Le président mûrit alors une série de réformes visant à raviver la flamme révolutionnaire. Il tient ferme face à l'ingérence occidentale et gagne le soutien et la sympathie de ses pairs africains. Dans son cas, et pour des raisons que je n'ai jamais comprises, les nations africaines des environs lui maintenaient un soutien persistant et se seraient opposées vigoureusement à toute action. Seulement, la corruption commence à faire sentir ses effets sur l'économie qui s'érode lentement. La grogne enfle et un parti d'opposition, le MDC, voit le jour. En février 2000, à la surprise générale, l'autocrate essuie le plus cinglant camouflet de sa carrière et perd le référendum censé étendre ses pouvoirs. Mais l'homme reste debout, il sort vainqueur des urnes en 2002 et son régime se durcit. Une loi, Public Order and Security Act, est adoptée dans la foulée. Elle limite les droits de manifestation, punit la diffamation à l'égard du président et officialise le contrôle des médias. Parallèlement, l'hyperinflation et les sanctions internationales plongent le pays dans le marasme. L'ancien grenier à grains de l'Afrique australe devient dépendant de l'aide alimentaire. Ça ne peut plus continuer. Le chômage, la corruption, l'incompétence générale au sein du gouvernement local et national. Tout cela ne peut tout simplement pas continuer. Alors que nous, citoyens, nous en avons assez. Nous, citoyens, allons nous battre pour nos intérêts. Nous ne laisserons tout simplement pas les choses se poursuivre de la sorte. Et ce mécontentement se traduira une nouvelle fois dans les urnes. En mars 2008, l'opposition remporte officiellement les élections législatives. Le MDC obtient la signature d'un accord de partage de pouvoir et son chef de file est nommé Premier ministre. Aujourd'hui, nous avons souscrit un nouveau contrat qui nous dit comment nous voulons être gouvernés. Aujourd'hui, nous avons inauguré un nouveau système de valeurs qui offre à notre pays de nouvelles opportunités. Aujourd'hui, nous avons mis en place les bases d'un nouveau Zimbabwe. Nous devons nous féliciter de cette réalisation. Mais cette coalition intergouvernementale ne fera pas long feu. En 2013, les deux protagonistes s'affrontent à nouveau dans les urnes. Un duel qui tournera à l'avantage du président Mugabe. Tsvangirai, en perte de vitesse, dénonce des fraudes massives, mais rien n'y fait. Celui qui est désormais le plus vieux président au monde est investi en grande pompe pour un nouveau mandat. Mais à mesure que les années défilent,
La situation du pays se dégrade tant sur le point politique que sur le point économique et social. Depuis, un vent de révolte souffle de plus en plus fort sur Harare. Entre espoir et désillusion, le changement de régime semble reposer sur l'âge avancé du vieux lion, mais c'est sans compter avec son épouse Grace Mugabe, déterminée à reprendre coûte que coûte le flambeau. Ernest Tigori, il y a un paradoxe Mugabe qu'il faut quand même expliquer et constater. Et Tony Blair le dit, l'ancien ministre britannique dit « Je ne comprends pas comment ça se fait que les Africains le soutiennent ». Comment expliquez-vous effectivement que le président Robert Mugabe jouisse de cette respectabilité d'abord auprès de ses pairs et auprès d'un certain nombre d'Africains, et ils sont nombreux, Dieu le sait. Oui, mais disons que ça, c'est une mauvaise habitude africaine. Comment ça? On soutient quelqu'un parce qu'il s'oppose aux Blancs. Voilà, trivialement, je le dirais comme ça, il s'oppose aux Blancs, donc on le soutient. Mais c'est courageux de le faire déjà. Mais non, c'est pas ça le plus important, c'est qu'est-ce qu'il fait pour son peuple? Qu'est-ce qu'il fait pour son pays? Aujourd'hui, je vois par exemple, juste un exemple, sur les réseaux sociaux, mon ami guinéen, j'espère que je parle sous son contrôle, Sékou Touré devient maintenant une vedette parce que bon, il a dit non au général de Gaulle en 1958. Oui. Mais les gens oublient ce que les Guinéens vont vivre sous les 24 ans ou 26 ans de Sékou Touré. C'est un pays qui va laisser exsangue. Donc il faudrait que nous soyons un peu plus exigeants envers nous-mêmes. Le fait de dire non aux Blancs, pour moi, n'est pas suffisant. Mais c'est l'existence même qui est en jeu, l'existence de la nation en tant que telle qui est en jeu. Quand vous êtes asservi, excusez-moi, quand vous êtes asservi, ou du moins, c'est préférable peut-être de vivre, de crever entre soi. Mais quand on a la responsabilité de servir d'esclave, non? Écoutez, je vais vous donner l'exemple de Mandela. Oui. Mandela va donner sa vie pour la lutte contre l'apartheid. Mais une fois qu'il devient chef d'État, vous voyez qu'il se bat pour qu'il y ait une cohésion dans le pays. Tout à fait. Il se bat pour que le pays recouvre la paix, pour que le pays soit engagé sur la voie du redressement de la cohésion nationale. C'est ça qui est important. Oui. Parce qu'il se trouvera toujours des gens pour avoir une légitimité dans la lutte, pour dire non. Mais cela ne donne pas droit par la suite à prendre le pays en otage, à le détruire. La suite ne peut pas jouer. Non, il faudrait que nous soyons un peu exigeants dans l'analyse même que nous portons sur nos dirigeants. Je trouve qu'il y a trop de complaisance parce que j'ai l'impression que Mugabe, bon, ben, ça a été un lutteur pour l'indépendance, donc voilà, c'est un dieu. Non, ça ne suffit pas, je suis désolé. Je suis désolé. Monsieur l'ambassadeur, on l'a vu, et c'est aussi là encore un paradoxe, il a régulièrement perdu les élections, notamment législatives et même un référendum. On ne peut pas dire qu'il a toujours truqué les élections, puisqu'il en a vraiment perdu pas mal. Donc, au fond, on peut considérer aussi que là encore, il y a quand même une culture de démocratie électorale, non, qui s'est déployée dans le pays. Vous savez, c'est difficile à dire. Je sais comment les choses se passent, s'il vous plaît, sur le terrain. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire mon prédécesseur. Je pense que malheureusement, c'est pourquoi on apprécie Mugabe, parce qu'il a un franc-parler, parce que c'est le seul qui a le courage politique, qui répondait à Obama. Oui. Obama, il lui avait envoyé une lettre de menace parce qu'il avait une politique assez coercitive envers les homosexuels. Et il lui a dit, bon, bah, il a dit sa fameuse phrase, enfin, que je ne pourrais pas dire ici, pour se moquer carrément d'Obama. Donc, voyez-vous, et finalement, est-ce que c'est ça qui va avancer le Zimbabwe? Est-ce que c'est ça qui va donner du travail à ces milliers qui fouillent le pays vers l'Afrique du Sud et qui sont des fois, je les ai vus, moi à Pretoria, Johannesburg, etc., dans des conditions très précaires. Oui. Est-ce que finalement c'est ça qui nous intéresse en fin de compte? Mais pour exister, pour travailler, il faut exister. Vous êtes contre le principe même d'opposition et vous pensez que parce qu'on a eu des résultats mauvais sur le plan de la lutte contre la pauvreté, sur le plan du chômage, on ne doit pas dire non, nous décidons
nous-mêmes ce que nous voulons être, ce que nous voulons faire? Au contraire, c'est-à-dire si vous avez des programmes de développement qui se tiennent, qui tiennent la route, au contraire, les nations, enfin, les autres pays vous respectent, viendront à votre secours s'il le faut et vous soutiendront, vous consolideront votre programme. Mais si vous êtes tout le temps demandeur de l'aide... D'accord, là c'est effectivement une autre question. Effectivement. C'est pas ça finalement. Vous savez, il faut d'abord savoir ce qu'on veut par pouvoir. Ce qu'on entend par pouvoir. Quelle est la définition du pouvoir? Monsieur l'ambassadeur, vous savez que le président, excusez-moi, je n'ai pas du tout l'intention de le défendre, mais vous savez qu'il a aussi subi une forme de chantage économique de la part de ses partenaires économiques. Si vous n'orientez pas votre politique dans tel sens, dans tel ou dans tel autre sens, vous n'avez pas l'aide au développement. On doit le constater aussi. Oui, mais vous savez... S'il vous plaît. Oui, oui. Vous savez, l'Afrique du Sud avait... Enfin... subissait une pression similaire à un moment donné. Mais c'est là le génie de Mandela, ce grand homme que nous avons perdu. C'est qu'il a su assurer cette transition démocratique. Il a su réconcilier les gens entre eux, blancs et noirs, etc. Et finalement, c'est ça ce que l'on veut, c'est-à-dire un pays réconcilié d'abord avec lui-même et avec l'étranger. Vous savez, se positionner de cette manière-là, avoir toujours ce franc-parler, dénoncer les autres, critiquer les autres. Vous savez, Mugabe, qu'est-ce qu'il a fait? J'étais en RDC. Oui. Il a fait cette guerre, soi-disant, en RDC. Oui, c'est vrai. Pour défendre. Vous avez raison. Pour défendre. Et finalement, qu'est-ce que ça a donné? Rien du tout. Des morts, des blessés, et presque... Et maintenant, la RDC, c'est quoi? C'est une petite Chine. La Chine a mis la main dessus et elle est en train d'exploiter pratiquement toutes les richesses de ce pays. Donc, à quoi ça sert de faire... Je m'excuse, le fanfaron, mais il faut être... Si je peux me permettre d'ajouter... Très rapidement, allez-y, M. Tigori. Que les Africains, nous apprenions à assumer nos responsabilités par rapport à la conduite de notre destin. Nous n'allons pas, après 40 ans, 50 ans, continuer à dire que bon, c'est toujours les autres qui sont responsables de nos difficultés. Mais on n'a pas dit ça. Oui, non, parce que dire que Mugabe a eu quelques difficultés avec ses partenaires, mais c'est vrai. M. Mugabe a pris le pouvoir. Les sanctions, vous savez, depuis 2002, le Zimbabwe, son pays, le Zimbabwe, est sous sanction. Il est même interdit de séjour en Europe. Oui, vous le savez, les aides économiques ont été coupées. Il faut regarder la conduite du pays depuis 1980. D'abord, il y a eu pratiquement 10 ans de guerre ZANU-ZAPU, qui se sont terminés à la fin des années 80 par la réunification des deux partis. Mais dès le début des années 90, les Zimbabwéens sont sortis des rêves. Ils ont compris que Mugabe avait quelques problèmes. Et chaque fois, mais il utilise tout simplement la surenchère de la menace de l'expropriation des Blancs. Bon, à un moment donné, cela ne passe plus. Depuis 2000, les Zimbabwéens savent que ça, c'est un mauvais argument. C'est tout simplement que le régime est dans une impéritie totale. Ils sont incapables de conduire le pays vers son redressement, vers le bien-être des gens. Et ça... On ne lui a pas rendu la tâche facile non plus, ça il faut le reconnaître. Personne n'est là pour rendre la tâche facile aux dirigeants. Tout à fait. À aucun dirigeant sur cette terre. Mais dans le concert des nations, chacun se bat. Parce que vous croyez que les États-Unis ont la tâche facile à la France ou à l'Angleterre. Non, on se bat, nous avons voulu être indépendants. Mais il faut que nous apprenions à nous battre, au lieu de nous plaindre et de pleurer à tout moment. Il a peut-être échoué. Les autres pays, les autres parties du globe, l'Asie, la Chine, tout ce que vous voulez, Singapour, mais ils se sont battus. Ils se sont battus. Et l'échec est là, mon cher ami. Moi, je vous donne un petit exemple. Vous savez que maintenant, c'est le dollar qui est en cours au Zimbabwe. Absolument. Depuis 2009, effectivement, oui. On assiste à... Alors, si le dollar est là, de quelle indépendance vous parlez? Bon. Incapable de nourrir le peuple. Alors, Monsieur Fofana, on s'en fait de la psychologie politique. On se souvient au fort de la crise, au temps fort de la crise avec Tony Blair, l'ancien Premier ministre britannique, qui dit Tony Blair, keep your Great Britain, I keep my Zimbabwe. Il a
occupe-toi de l'Angleterre, je m'occupe de Zimbabwe. Alors, on voit qu'il a une conception assez paternaliste du Zimbabwe et du pouvoir. D'où lui vient cela? Et quand il parle du Zimbabwe, il dit « mon Zimbabwe ». D'où est-ce que ça lui vient? Sans faire de la psychanalyse. Oui, en fait, il y a une réalité historique qui explique un peu cette perception que Mugabe a du pouvoir et du Zimbabwe. Il a appartenu à cette guerre de libération du Zimbabwe, la révolution struggle, qui lui a permis en fait de se positionner comme un leader. Et tout de suite, vous étiez en train de parler du relais, du retentissement que Mugabe a dans les capitales africaines. Oui, celle-ci, il est très respecté. Absolument, il y a des jeunes qui se retrouvent dans ce discours politique. Mais en fait, c'est un discours qui ne scie pas au contexte politique international. Et l'autre chose, ce qu'il ne faudrait pas du tout relativiser ou disons voir ça sous un prisme assez éphémère, c'est que il y a un rôle que les partenaires internationaux du Zimbabwe ont joué dans la crise que le Zimbabwe connaît aujourd'hui. On était tout de suite en train de parler de l'embargo que ce pays a subi, ce qui fait que Robert Mugabe est obligé de se tourner vers la Chine et l'Inde. En 2005, par exemple, après les données de la CNUSED, il y a rien que la Chine. La Chine a investi près de 102,8 millions de dollars au Zimbabwe. Mais on connaît un peu cette approche de la Chine qui s'en fout éperdument du comportement démocratique Chine, hein. Et tout. Il y a l'Inde et tout. Oui. Il n'y a pas que la Chine. Hein. C'est extrêmement difficile. Les autres aussi ne se préoccupent pas. Ils se préoccupent des droits de l'homme que quand leurs intérêts ne sont pas forcément menacés. Hein. Absolument. Donc, derrière tout ça, c'est que vous avez l'impression que Mugabe se positionne comme étant la seule panacée dans ce pays. La Confédération unique syndicale, elle est vouée à l'échec, les partis politiques sont muselés, il n'y a pas de pluralité politique et encore moins une pluralité médiatique. C'est extrêmement difficile. Moi, je pense qu'il y a aujourd'hui un besoin d'exutoire politique et même social dans ce pays pour un peu permettre de sortir. Parce qu'après, il ne faudrait pas que ce soit une alternance comme on le connaît partout, un peu partout en Afrique, un simple changement automatique des éléments, ou disons des gestionnaires du pouvoir, mais qu'après que ce soit Mugabe, parce qu'il y a une forte probabilité que Mugabe reste encore plusieurs années, qu'il vole la vedette à sa femme, à qui il est aujourd'hui en train de faire croire que oui, mais écoute... Il est déjà investi pour la présidentielle de 2018. Absolument. C'était en décembre dernier. Et passons parti, hein, la ZANU-PF. Mais je ne manquerai pas de revenir à chaque fois sur le courage de l'homme. Nous sommes en avril 2014. Il est officiellement invité à participer au sommet Afrique-Union européenne à Bruxelles et on refuse de délivrer un visa à son épouse. Et le président dit, gardez votre visa, je ne viens pas. Et il n'est pas venu. Mais vous pouvez imaginer qu'un État africain refuse de délivrer le visa à l'épouse d'un chef d'État européen. Oui, dans tous les cas, il y a des coups d'éclat comme ça. Ben oui, mais il faut relever quand même les choses. Mais il faut que nous sachions c'est quoi l'objet de la gouvernance. Parce que j'ai l'impression que ce sont ces coups d'éclat-là qu'on retient pendant que le peuple est en train de mourir. Voilà, il faut à un moment donné sortir des considérations, je dirais, futiles. Trouvez-vous? Absolument. Aujourd'hui, comme M. l'ambassadeur l'a dit, il n'y a plus de liberté, c'est le totalitarisme, c'est le chômage, c'est la corruption, c'est l'inflation. Justement, M. Tigori, que le président Robert Mugabe n'est jamais véritablement connu de soulèvement, de masse, de grands soulèvements, de masse que les Zimbabwéens ne bravent pas, justement. Oui, justement. Il est intéressant de fouiller dans ça. Mais ce que vous devez savoir, parce que M. Mugabe, c'est un marxiste. Les marxistes, dans l'histoire du monde, ne sont pas réputés pour être de grands développeurs, mais pour utiliser la violence, pour accéder au pouvoir et le maintenir, mais ce sont de grands experts. Donc ce qu'il faut savoir, dans sa lutte même pour le pouvoir, dans la lutte de libération, Mugabe avait quand même une armée. Il avait des militants qui étaient violents dans tout le pays. J'aimerais vous préciser que pendant les élections de 1980, à un moment donné, il avait même été question de disqualifier la ZANU tellement il faisait de la violence avant les élections.
pour vous dire. Bon, ils ont gagné les élections, à la grande surprise de tout le monde, mais depuis, c'est un pays qui est pris en otage. Mais les bolcheviks étaient minoritaires, ils sont restés en Russie pendant 70 ans. Sans doute excessive. Non, mais elle n'est pas excessive. Les gens savent comment conquérir et conserver le pouvoir. Sinon, depuis les années 90, les Zimbabwéens ne se font plus d'illusions sur Mugabe. Mais seulement, il est là. Il a perdu les élections face à l'ancien Premier ministre, mais l'autre a dû... Vous le relevez, M. Tigori. Très peu perdre des élections. Non, oui, mais l'autre a dû... On lui dit... Oui, mais l'autre a dû, je termine, l'autre a dû renoncer au deuxième tour. Mais parce que ses militants étaient massacrés dans tout le pays. Mais au moins voilà, c'est ça qui est la réalité. Je propose qu'on marque une courte pause, qu'on se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. A tout de suite.